Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Aujourd'hui, dans notre émission Antidote, nous avons le plaisir de recevoir de nouveau Maître Téné Coulibaly. Bonjour. Bonjour Téné, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes émissions ? Alors, je m'appelle Téné Coulibaly, je suis avocate au barreau du Val-de-Marne. J'interviens principalement en droit civil, particulièrement en droit de la famille, un petit peu aussi en droit pénal. On avait fait une émission sur le droit locatif, donc je fais un petit peu de droit locatif aussi. Donc voilà, je suis généraliste, beaucoup de droit civil, beaucoup de droit pénal. Ok, trop bien. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de la garde à vue. Oui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous expliquer assez simplement qu'est-ce que c'est la garde à vue ? Alors la garde à vue, c'est une mesure de privation de liberté lorsqu'on estime qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime, un délit. Ok. Et pour la garde à vue, quelles sont les conditions légales pour qu'une personne soit placée justement en garde à vue ? Dès lors qu'on la soupçonne d'avoir commis un crime ou un délit, une personne peut être placée en garde à vue. Voilà, okay. Ça permet vraiment qu'une enquête soit diligentée ou en tout cas aller un petit peu plus loin, l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés. Ok, et est-ce qu'il y a une durée maximale de garde à vue Oui, il y a une durée maximale. Les gardes à vue, c'est par tranche de 24 heures. Okay. C'est par tranche de 24 heures. Elle peut être prolongée jusqu'à 96 heures et très exceptionnellement, vraiment en matière de terrorisme, jusqu'à 144 heures. Mais voilà, okay. Généralement, c'est 96 heures le maximum. Ok, d'accord. Et donc c'est vraiment juste pour les cas très extrêmes que c'est prolongé. Et même 96 heures, c'est vraiment les cas très extrêmes. On a des infractions liées aux stupéfiants, au proxénétisme. On peut avoir des gardes à vue qui peuvent aller jusqu'à 96 heures. Mais généralement, les gardes à vue, c'est 24 heures avec une prolongation 48 heures. Et pour les faits plus grave, on a d'autres prolongations. Mais les prolongations, on ne peut pas simplement décider, allez, vous êtes prolongé, l'OPJ ne peut pas le décider par lui-même. Okay. Donc, il en réfère tout de suite au procureur. Et parfois même, quand il y a des prolongations, c'est au juge des libertés et de la détention. Donc, les prolongations ne sont pas du tout décidées arbitrairement par les OPJ. On en réfère tout de suite à l'autorité judiciaire pour décider s'il y a prolongation et il faut que ce soit justifié. Voilà, il faut une justification et on a des procès-verbaux de prolongation dans les dossiers de garde à vue avec les motifs de la prolongation en disant par exemple on est encore en train d'investiguer, on a d'autres questions à poser mais il faut que ce soit justifié. Ok. Quels sont justement les droits fondamentaux quand on est placé en garde à vue ? Très important et très bonne question. Le droit d'avoir un avocat. Okay. On peut avoir un avocat, on peut le choisir. Voilà, généralement, tout de suite, on demande est-ce que vous avez un avocat ? Si on a un avocat choisi, on donne le nom de l'avocat, son numéro. Si on n'a pas d'avocat choisi, on peut avoir un avocat désigné par le barreau. On a également le droit de prévenir son employeur. Le droit de prévenir un proche. Donc on donne le numéro, je sais pas, de sa femme, de son mari, de sa tante, de sa mère, voilà, un proche. Okay. Le droit de prévenir également les autorités consulaires. Quand on est étranger, prévenir les autorités consulaires, voilà, je suis en garde à vue, j'ai besoin d'un avocat. Okay. Le droit d'avoir un interprète, très important, parce que on nous pose des questions spécifiques, donc on a besoin de bien comprendre. Okay. Donc dès lors qu'on en ressent le besoin, on peut avoir un interprète. Le droit également de voir un médecin. De voir un médecin si on ne se sent pas bien, si on prend un traitement, si on a été violenté ou si par exemple dans le cadre de violences réciproques on veut faire constater des blessures. Donc
le droit de voir un médecin, voilà, c'est des droits, dès le début de la garde à vue, on nous le spécifie. Donc c'est très important. Et petite particularité, parce que moi j'ai un master 2 en droit des personnes vulnérables. Quand on est une personne vulnérable, donc quand on est sous tutelle, curatelle, on a, en tout cas c'est obligatoire même, il faut absolument qu'on appelle le tuteur, le curateur. Voilà, c'est pour que le tuteur, le curateur, peut-être puisse, s'il connaît un avocat, désigner un avocat pour vous. Et voilà, ça, c'est très très important. On doit appeler tout de suite le tuteur et le curateur. Ok. Mais du coup, ce sont des droits, c'est pas forcément des devoirs. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui justement refusent ces droits ou pas? Oui, oui, les gens parfois se disent oh, non, j'ai pas envie, j'ai pas besoin de voir de médecin, j'ai pas envie d'avoir un avocat. Ils se disent bah, c'est pas utile, je n'en ressens pas le besoin. Dans le cadre des mineurs, c'est obligatoire d'avoir un avocat, c'est obligatoire de voir un médecin, mais pour des majeurs, ils peuvent totalement refuser de voir le médecin, d'avoir un avocat. Voilà, c'est des droits. S'ils renoncent à ces droits, voilà, c'est simplement acté. Ok, très bien. Et donc, à quel moment est-ce qu'on peut demander justement la présence d'un avocat et comment est-ce que ça se déroule? Dès le début de la procédure. Tout de suite. Tout de suite. Je veux un avocat. En réalité, lorsque l'on est placé en garde à vue, on a un procès-verbal, encore une fois, qui est dressé. Et dans ce PV, on pose toutes les questions. Est-ce que vous voulez un avocat? Est-ce que vous avez besoin de voir un médecin? Est-ce que vous souhaitez faire prévenir quelqu'un? Et donc, dès le début, on peut dire, moi, je veux avoir un avocat. Mon avocat habituel, il s'appelle Maître Tartampion. Finalement, il vient pas. Parfois, on a des avocats choisis qui ne peuvent pas se déplacer. Et là, tout de suite, on appelle la permanence du barreau qui appelle un avocat de permanence. Et c'est la permanence qui prend contact avec nous. Moi, je suis régulièrement de permanence pénale dans le cadre de garde à vue. Et la permanence prend contact avec nous en disant, voilà, vous êtes attendu au commissariat de Créteil pour monsieur Untel ou madame Untel qui a commis tel fait, qui a été placé en garde à vue à telle heure, telle date. Prenez contact avec le commissariat. Donc à ce moment-là, moi je prends contact avec le commissariat et on convient d'une heure en me disant voilà, maître, je vous attends à 14h à Créteil pour commencer l'entretien. Parce que dans le cadre de la garde à vue, on a le droit à un entretien de 30 minutes avec l'avocat et ensuite l'audition. Et on passe en audition après l'entretien. Ok, mais alors justement, durant cette audition, c'est quoi le rôle de l'avocat? Alors moi, je le dis tout de suite, à chaque fois, je leur dis, bon, on n'est pas à la télé, je ne vais pas me lever, je ne vais pas crier objection tout de suite. Le rôle de l'avocat, c'est conseiller, rassurer. Parce que parfois, moi, c'est vraiment les premières questions que je pose. En disant, voilà, est-ce que c'est votre première garde à vue? Rappelez les droits. Rappelez au client qu'il a le droit de garder le silence, de faire des déclarations, de répondre aux questions. Très important, c'est indiqué dans le procès-verbal, c'est indiqué généralement au début d'audition, mais quand c'est quelqu'un d'extérieur qui vous le rappelle, voilà, je pense que là, ils prennent vraiment acte de cette possibilité. S'assurer que les droits du gardé à vue sont respectés. En disant, voilà, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez vu votre médecin? Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit? Est-ce que vous avez mangé? Je pense déjà avoir une personne extérieure qui vous pose des questions, qui s'assure que tout va bien. Je pense que ça rassure. Et dans le cadre des auditions, moi, je suis là, je prends des notes, je m'assure que c'est bien retranscrit. Je relis l'audition avec mon client et à la fin de l'audition, j'ai le droit de poser des questions et de faire des observations. Donc j'ai le droit de poser des questions à mon client si par exemple je veux un peu orienter le dossier ou si je veux appuyer sur un élément en disant ça c'est un élément important, certes on en a peut-être parlé ou en tout cas pas assez à mon goût, je vais poser une question sur ce point-là précisément pour que le procureur, quand il va lire ma question, il va se dire « Ah,
pourquoi est-ce qu'elle pose cette question, ou ah, c'est quand même important comme question. Et faire des observations sur la situation de mon client. Ok. Sur, par exemple, je sais pas, mon client a été violenté, ou mon client travaille, ou mon client n'a pas pu voir le médecin. Voilà, dès lors qu'il y a quelque chose à faire remonter, ne pas hésiter à poser des questions. Faut faire attention. Voilà, Okay. on pose pas toutes les questions. Généralement, quand on pose une question, on connaît la réponse. Ok. Voilà. Ok. Pour éviter les mauvaises surprises. Donc tu nous as dit qu'on avait le droit de garder le silence, mais est-ce qu'il y a des cas où justement garder le silence, ça peut nous porter préjudice ou non? Mal garder le silence, ça peut porter préjudice, à mon sens. Ok. Parce que généralement, les gens se disent « moi je veux garder le silence » et gardent très très mal le silence. Mais comment on garde mal le silence? Alors moi j'estime que quand on garde le silence, on ne répond à aucune question. Ok. Parce que dès lors qu'il y a une question qui nous dérange et qu'à ce moment-là, on garde le silence, c'est un peu suspect. Ok. Voilà. Et le souci, c'est que les gens ne savent pas garder le silence. Ok, donc c'est soit on garde le silence pour toutes les questions, soit aucune. Voilà. Ok. À mon sens, quand les gens moi, je leur pose la question, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez garder le silence ou pas? Et quand ils me disent, ah mais maître, moi je garde le silence. D'accord, très bien. Vous gardez le silence, mais vous gardez bien le silence. Et à vrai dire, j'ai vu très peu de personnes bien garder le silence. Okay. Parce que les gens sont piqués, ils ont envie de répondre. Bah oui. Alors justement, il y a beaucoup de personnes qui ont des idées reçues sur la garde à vue, notamment avec tout ce qui est films et séries. Est-ce que toi, il y aurait des mythes que tu aimerais déconstruire, par exemple? Ah, vraiment, ce côté, je vais me lever pour crier objection. Ok. Moi, je leur dis toujours, je vais pas me lever. On n'est pas dans un film, et je le dis toujours parce que les gens, voilà, ils ont regardé un peu trop de films. Je ne vais pas me lever, je ne vais pas crier objection, je ne vais pas dire mon client s'en va. Non, vous êtes placé en garde à vue, donc vous ne pouvez pas vous en aller comme ça. C'est surtout ce mythe-là que je débunk tout de suite. Okay. Dans le cadre de l'entretien de 30 minutes. Après aussi, les gens pensent que ils voient des vices de procédure partout. Ils se disent « Ah, mais ça, c'est un vice de procédure. » Non. Ça, c'est pas un vice de procédure. Ça ne fait pas tomber toute la procédure. C'est souvent les mythes associés à la garde à vue. Ok. Alors, du coup, tu nous as dit que mal garder le silence, ça pouvait aggraver la situation un peu? En tout cas, c'est pas favorable. Parce qu'en réalité, si on nous pose une question qui nous met mal à l'aise, et qu'à ce moment-là, on décide de garder le silence, voilà, qui ne répond qu'on sent, quoi. Genre, mais est-ce qu'il y a d'autres erreurs, justement, à éviter pour aggraver notre situation en garde à vue? Alors, le conseil que je donne toujours, je demande toujours à mes clients, voilà, je les briefe en leur disant, moi, ce que je vous demande, c'est d'être d'humeur égale. Okay. Donc, évitez de s'emporter. Parce que s'emporter, ça va pas du tout, ça va aider personne. Mais évitez également de trop vous détendre. Parce que parfois, les gens garde à vue se disent « Ah, bon, ça va, ça se passe bien, bon, je vais me détendre. » Et ils parlent trop. Okay. Et ils parlent trop et ils se détendent un petit peu trop. Donc voilà, moi je leur dis, il ne faut pas vous emporter. On va vous poser des questions, voilà, les enquêteurs, les OPJ font leur travail. Donc c'est des questions qui vont vous piquer, qui vont vous déranger, mais je ne veux pas que vous vous emportiez. Mais je ne veux pas non plus que vous vous détendiez trop. Parce que certes, dans les films, on vous dit que je dis régulièrement, je ne vais pas me lever, crier objection, mais effectivement, ce que vous dites et sera retenu contre vous. Okay. Donc, n'oubliez pas, je leur dis toujours, on est en garde à vue, on est au commissariat, ne l'oubliez pas. Ok. Et il y a d'autres conseils que tu donnerais justement pour que ça se passe bien Appelez votre avocat. Ouais. Appelez votre avocat. Souvent, les gens... on a un certain nombre de personnes qui se disent bah non, c'est pas utile, mais appelez votre avocat. Demandez un avocat. Demandez à être assisté par un avocat, c'est important. Vraiment, c'est le conseil. Ok. Et après
après une garde à vue, qu'est-ce qui se passe justement une fois que c'est passé la garde à vue, qu'est-ce qui se passe après? Il y a une multitude de possibilités. Ok. Il peut avoir un classement sans suite. On peut être relâché. On peut être relâché, la garde à vue est levée, mais l'enquête continue. On peut également recevoir une convocation. Une COPJ, une convocation par officier de police judiciaire. On vous dit, vous êtes convoqué à telle heure, à telle date, pour tel fait. Rentrez chez vous. On peut également être déféré. Donc, envoyé au tribunal. Au tribunal, on peut être jugé directement, en comparution immédiate. Okay. On peut également faire l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Voilà, c'est le plaidé coupable, entre guillemets, à la française, où on reconnaît les faits et donc on est tout de suite, on a notre sanction directement. On peut également faire l'objet d'une ouverture d'informations judiciaires avec soit un placement sous contrôle judiciaire, soit être placé en détention provisoire. Donc vraiment, à la fin d'une garde à vue, il y a vraiment un panel de choses qui peuvent se passer. On peut très bien être... la garde à vue peut être levée, comme on peut être jugé immédiatement, quoi. Ok. Et si une garde à vue, elle est jugée abusive ou illégale, qu'est-ce qui se passe, justement? Abusive, en tout cas, je pense que la police va se dire, mais en fait, nous, on en avait besoin. On avait besoin de vous écarter. Certes, vous n'avez rien fait, mais nous, on avait besoin de lever le doute. Okay. Donc, c'était nécessaire. C'est plus comment elle s'est passée. Comment elle s'est passée? Est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que vous avez été violenté? C'est ces questions-là qui peuvent entraîner, par exemple, des plaintes. Mais le simple fait de ne pas avoir de suite, je pense que la police va simplement justifier en disant on avait besoin de vous entendre. Vous avez été écarté de ces faits, mais on a eu besoin de vous entendre. Ok. Alors pour finir cette émission, est-ce que tu auras un message que tu voudrais transmettre à nos auditeurs justement sur la garde à vue? Appelez votre avocat. Okay. Toujours, appelez votre avocat. Donc c'est vraiment le point le plus important. Oui. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Téné de nous avoir éclairé sur la garde à vue. Chers auditeurs, si vous vous retrouvez dans ce cas, n'hésitez pas à faire appel à un avocat. Et merci à la régie pour le son et l'image. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et à bientôt sur UGOP Radio, la radio du 12. À bientôt. À bientôt. Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio.